Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en prépa HEC, bienvenue à toi. J'ai des élèves, que ce soit au bac ou en prépa, à obtenir entre 15 et 20 en culture générale. J'ai mes élèves qui ont régulièrement entre 15 et 20 au bac. J'ai emmené une élève depuis la terminale et je l'ai emmenée à HEC directement. Elle a eu 17 à l'oral en culture générale. Donc, tu peux me faire confiance. Je sais comment mener les élèves à des bonnes notes. Aujourd'hui, on va avoir une dissertation jugée sans le savoir sur le thème de l'année 2026. Et on va voir un petit peu comment j'ai rédigé. Tu peux reprendre des blocs pour tes futures dissertations, il n'y aura aucun problème. Juger sans savoir, donc il faut toujours bien regarder les termes, hein, ici, juger et sans savoir, c'est-à-dire que l'idée, qu'est-ce qui se passe quand on juge sans savoir? En fait, ça correspond à quoi le fait de juger sans savoir? Socrate, alors je fais une petite accroche ici, une accroche très classique, Socrate dans l'Apologie affirmait que le véritable savoir consiste à savoir que l'on ne sait rien. Or, juger sans savoir, n'est-ce pas exactement l'inverse de cette sagesse fondatrice de la philosophie? En effet, quand on est philosophe, normalement, on s'abstient de savoir, en fait, déjà, et mais en plus de ça, là, on ferait un acte supplémentaire qui est jugé, et en plus de ça, on ne saurait pas. Juger sans savoir, c'est donc une attitude que l'on condamne volontairement, hein, au nom de la justice, au nom de la rigueur, au nom de plein de raisons. En fait, on peut condamner cette attitude. Pourtant, deuxième aspect, cependant, après avoir défini ça, eh bien, on constate qu'elle semble au cœur de notre expérience humaine, sociale, artistique. Le jugement, en effet, c'est le fait de prendre position, souvent pour ou contre une idée. Euh, dans un premier temps, on peut constater que juger relève de la nature humaine. Qui n'a jamais jugé? Qui n'a jamais jugé? Cependant, ce type de jugement, sans savoir, pose problème dans la mesure où il nous amène à fauter ou à faire des erreurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Petite accroche, j'ai défini les termes du sujet. J'ai pas défini le terme de savoir, je viens de le remarquer maintenant, mais c'est pas grave, je vais le modifier après. Donc savoir, c'est le fait d'avoir une connaissance justifiée, ça le fait de savoir. Juger sans savoir, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va essayer de montrer que c'est quelque chose en fait qui est nécessaire. Tout simplement, on va essayer de montrer ça. Ensuite, dans un deuxième temps, on va montrer que c'est problématique. Et ensuite, dans un troisième temps, je te dirai comment on fait pour la troisième partie. Je vais parler de l'art notamment. Je pense que c'est une troisième partie que tu peux reproduire pour tous les sujets sur juger. Alors, première chose, c'est toujours la même idée, c'est que euh, il faut absolument faire en sorte d'avoir un argument clair dès le départ. Le jugement, ok, première partie. Euh, Là, je vais le modifier parce que j'ai fait une petite erreur, mais bon, première partie ici. Depuis les premiers âges, l'être humain juge avant de savoir. Ça, c'est vraiment mon argument. Il est positionné dès le départ. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'élèves qui, avant de faire, quand ils font la dissertation, au début du paragraphe où ils sont censés mettre l'argument, en fait, ils commencent à parler de la référence, ils commencent à parler de l'exemple, ils commencent à essayer de prendre un cas particulier pour le généraliser. Ils parlent d'autre chose que du sujet aussi, où ils expliquent leurs présupposés, ce qu'il faut avoir compris pour faire leur dissertation, pour comprendre ce qu'ils vont dire après. Non, 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 il ne faut surtout pas faire ça. Premier paragraphe, l'argument. Premier paragraphe, l'argument. Depuis les premiers âges, l'être humain juge avant de savoir. C'est comme ça. C'est une réalité anthropologique. C'est une configuration de l'esprit humain. Spinoza dans le traité, et là je fais ma référence. Spinoza dans le traité théologico-politique note que les hommes croient être libres et égaux parce qu'ils sont conscients de l'organisation, mais ignorent les causes qui les déterminent. Ce déterminisme affectif entraîne une spontanéité du jugement. On catégorise, on simplifie, on juge sans savoir. Dans le Cid, le roi condamne Rodrigue par la seule apparence du crime d'honneur, sans chercher à comprendre ses motivations. Voilà. On est là pour juger. C'est un besoin anthropologique. Voilà, tout simplement. Et ce qui est aussi important, c'est que vous voyez, je suis pas parti dans d'autres idées. Je suis pas parti en essayant de donner d'autres arguments. Non, je suis vraiment resté sur un seul argument simple que j'ai défendu. Deuxième argument, en plus du fait que c'est un besoin anthropologique, en fait, c'est une nécessité vitale face à l'incertitude. Voilà. Il arrive que l'on doive juger sans avoir tous les éléments, c'est le lot des situations de crise. Aristote, dans Éthique à Nicomaque, valorise la phronésis comme cette vertu du jugement en contexte incertain. Elle suppose agir avec sagacité sans certitude absolue. Et dans La Peste, je ne sais pas si vous avez lu La Peste d'Albert Camus, donc La Peste d'Albert Camus, en fait, c'est le Covid avant l'heure, puisqu'il y a des rats et qui font venir la peste en fait à Alger,
alors que la peste avait disparu. Et la peste se répand de façon extrêmement rapide. Et en fait, il faut prendre des décisions. Et le docteur Rieux, lui, il prend des décisions, même si il ne connaît pas tous les aboutissants, il ne sait pas exactement pourquoi le fléau est là, il ne sait pas comment c'est apparu, etc. Mais il agit, il juge pour organiser, pour organiser tout simplement la résistance médicale face à ce danger. Voilà. Et juger sans avoir est ainsi vital, non seulement pour soi, mais aussi pour la collectivité. Et ensuite, ça me permet de faire une petite transition avec mon troisième argument. Le jugement donc, mon premier argument, c'est un besoin anthropologique. Mon deuxième argument, c'est nécessaire, vitalement. Et mon troisième argument, c'est un acte fondateur du lien social. Le jugement, sans savoir, c'est pas seulement un réflexe individuel, c'est la structuration des sociétés humaines. Voilà. Les sociétés humaines sont faites de sorte qu'on soit amené à juger. On est amené à juger. Okay, Lévi-Strauss montre que toute culture repose sur des classifications. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, quand on est dans un monde humain, il y a déjà des jugements. Par exemple, je n'ai pas pris cet exemple-là, j'ai pris l'exemple de caractère pour l'abrire, mais par exemple, on a déjà des idées préconçues sur les gens qui consomment des drogues. On a déjà des idées préconçues sur eux. On peut juger. Et c'est des jugements qui sont partagés par la société. Et ce n'est pas forcément des jugements fondés sur des savoirs. Donc ce jugement partagé, bien qu'imparfait, crée du commun. Il permet à une société de nommer, d'orienter, de réagir. Voilà. Le jugement précède le savoir car il fabrique du sens, là où l'incertitude menace la cohésion. Globalement, la méthode, ça va être la même pour la deuxième partie. Je vais donner les arguments, mais ça va être la même partie. Donc, je mets bien mon argument en premier, je mets ma ref, et ensuite je prends mon exemple le plus précis possible. Dans mon exemple, tu vois, je montre que je connais des références, je connais les caractères, je connais la peste. Voilà. Ça, c'est des exemples que je prends parce que j'ai lu ces bouquins. Sinon, je ne prendrais pas ces exemples-là. Toi, il faut que tu adaptes à tes côtés. Si tu as déjà lu, tu peux reprendre, tu peux réapprendre par cœur aussi, mais fais attention parce que si jamais tu apprends par cœur un exemple qui ne correspond pas bien à ton argument, après, le correcteur peut le voir et ça va avoir de mauvaises conséquences. Deuxième partie, juger sans avoir, dangereux, injuste, idéologique. Voilà. 1. L'ignorance fabrique l'erreur. Le jugement sans savoir comme illusion de la vérité. Voilà, juger sans savoir, c'est courir le risque de prendre le faux pour le vrai. Voilà, juger sans savoir, c'est problématique d'abord au niveau épistémologique. Un jugement hâtif fondé sur l'émotion, la rumeur, l'apparence engendre des erreurs tragiques. Par exemple, le jugement du médecin Semmelweis par ses confrères. C'est le médecin qui montrait qu'il fallait se laver les mains avant l'accouchement. Je pense que tu connais cette histoire. Et en fait, les médecins qui ne connaissaient pas du tout ce qu'ils faisaient, ces travaux, ils connaissaient, mais ils ne voulaient pas savoir en fait. Ils se masquaient les yeux sur la vérité des causes parce qu'ils ne les connaissaient pas en fait, tout simplement les causes. À l'époque, on ne connaissait pas l'existence des bactéries. Donc on ne pouvait pas savoir si Semmelweis disait vrai ou pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, comme on sait qu'il y a des bactéries, qu'elles sont sur nos mains, du coup, en les lavant, on sait qu'il y a un moyen pour enlever les bactéries et on sait que les bactéries causent les maladies, du coup, tout est clair. Mais à l'époque, on ne savait pas ça. Et donc, du coup, ils ont fait un jugement en disant que ce médecin était fou. D'ailleurs, il a terminé à l'asile. Voilà. Donc ça, c'est un beau problème de juger sans savoir, c'est une vérité, une problématique sur la vérité, sur l'épistémologie. Ensuite, deuxièmement, c'est le problème éthique. Voilà, juger sans savoir, c'est méconnaître l'altérité. Une violence contre la personne, ok. Juger sans savoir, c'est nier sa complexité, lui refuser une écoute véritable. Donc, notamment, c'est quand on juge sans savoir, on se trompe, mais en plus de ça, on fait du mal à autrui. Ok, Lévinas défend une éthique du visage. Ok, l'éthique du visage, c'est de se dire que, en fait, quand tu regardes quelqu'un au visage, tu prends en considération qu'il est dans son entièreté. Donc, tu peux pas le juger comme ça. Voilà. À l'inverse des gens qui sont jugés sans savoir, et ça détruit leur psychologie, leur personnalité. Je ne sais pas si tu as lu Le procès de Franz Kafka, c'est encore un nouveau, c'est que des livres que j'ai lus personnellement. Donc Franz Kafka, dans Le procès, il raconte l'histoire de Joseph K. Et en fait, Joseph K, c'est parfait pour ce sujet, jugé sans savoir, parce qu'en fait, Joseph K, il est jugé, mais il ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, début du roman, il vit dans un appartement à Berlin, et il y a deux policiers qui arrivent dans l'appartement, et il dit, vous êtes jugé. Vous allez avoir un procès. Et Joseph K. lui demande mais pourquoi ? Et jamais en fait dans tout le roman il ne saura pourquoi. Mais par contre il va devoir aller au tribunal, il va devoir subir des jugements, il va devoir emprunter de l'argent, essayer de trouver une solution, trouver des avocats, etc. Mais il ne saura jamais pourquoi et sa vie sera complètement détruite. En fait, voilà. C'est ça l'idée. Et enfin, troisièmement, juger sans savoir, c'est aussi, j'ai parlé donc d'abord au niveau épistémologique, ensuite j'ai parlé au niveau éthique, et ensuite je vais parler au niveau social.
Juger sans savoir, c'est un instrument de contrôle social. Voilà, Pierre Bourdieu, dans La Distinction, montre comment les jugements de goût présentés comme naturels sont le produit d'habitudes sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, les jugements sont déjà forgés et on n'a pas besoin de savoir pourquoi c'est bien, par exemple Proust, cette culture légitime, Proust, Kafka, tout ce qu'on vient de parler, Camus, on ne sait pas pourquoi c'est bien, mais on sait que c'est bien. Voilà, c'est ce que les gens en général qui n'ont pas lu ce genre de bouquin, ils savent que c'est important, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est la façon dont l'élite a imposé son savoir, a imposé ses propres goûts comme les meilleurs goûts. Ainsi, un bon exemple de ça, c'est Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale de Flaubert. Dans l'éducation sentimentale de Flaubert, en fait, Frédéric Moreau, il va dans des visites et il dit, il trouvait sublime, et je cite là ici, je cite, il trouvait les tableaux sublimes sans savoir dire pourquoi. Voilà. Il juge, mais sans vraiment savoir pourquoi. Voilà, il veut imiter les goûts des légitimes, mais il n'a pas le capital culturel suffisant pour le comprendre et les justifier, et son jugement est donc finalement socialement orienté. Enfin, troisième partie que tu peux refaire un peu tout le temps, je dirais, pour les sujets sur juger, c'est tu parles de l'art. Et tu dis que l'art, en fait, c'est un espace propice au jugement. Voilà, tout simplement. Là où la société existe des jugements rapides, tranchés sans savoir, l'art ouvre un espace de lenteur, d'ambiguïté, de contemplation. Il fait du non-savoir non plus un défaut, mais une richesse. Voilà. D'abord, l'art nous enseigne à ne pas juger trop vite. Proust, dans Le Temps retrouvé, insiste sur la lenteur de la maturation du regard esthétique. Comprendre une œuvre ou une personne prend du temps. Ce tableau, et là je parlais, je ne l'ai pas mis, mais donc je parle de la Joconde. Donc ce tableau, la Joconde, sans narration explicite, sans décor identifiable, suscite de nombreuses interprétations. Voilà. Donc en fait, on se pose des questions. Et en fait, c'est ça le geste de l'art, c'est de nous faire poser une question et ne pas nous amener à nous juger trop vite, mais à nous amener à nous intéresser, à justement, à s'intéresser, à plonger dedans, à apprendre des choses, mais toujours en se disant, peut-être qu'on ne sait pas en fait. Et c'est ça, tout l'enjeu de l'art. C'est pour ça que l'art, c'est parfait, parce que c'est un espace où on a amené à ne pas juger, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on découvre, et un espace où on est constamment défié, en appétit intellectuel par rapport à notre savoir et nos connaissances. Voilà. Cette attitude n'est pas un défaut, mais une vertu plastique. Elle invite à attendre à la contemplation. Voilà. Moi, j'ai pris l'exemple de la Joconde, mais tu prends l'exemple de n'importe quel tableau. Hein. La signification d'une œuvre n'est pas donnée dans l'avance. Elle s'épaissit dans le temps, dans l'expérience du spectateur qui doit apprendre à ne pas savoir pour mieux voir. Ensuite, l'art crée un espace de trouble fécond. C'est-à-dire que non seulement l'art nous enseigne à ne pas juger trop vite, mais ensuite, l'art volontairement nous met dans un état de doute. Voilà, il brise les repères du jugement. Jacques Rancière, dans Le Partage du sensible, analyse comment l'art redistribue le visible, le dissible et le pensable. Et là, par exemple, voilà, un tableau assez célèbre, Guernica de Picasso. Guernica de Picasso, c'est un tableau qui nous pose des questions où on est un peu troublé dans ce tableau. Surtout la première fois qu'on voit, on se dit, mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble pas à des choses que je connais. Et donc, on est dans un questionnement. Et ce questionnement est intéressant et il nous fait ressentir l'ambiguïté du monde et il nous amène à peut-être retirer notre jugement. Et enfin, le roman constitue un lieu de réapprentissage du jugement. Donc non seulement on apprend à ne pas juger trop vite, ça nous amène à nous poser des questions, mais en plus de ça, on réapprend nous-mêmes à juger. Par exemple, dans Pour un oui, pour un non, c'est une pièce de Nathalie Sarraute. Et il y a deux amis qui s'affrontent. Et en fait, la pièce nous demande sans cesse de juger. Les personnages se jugent entre eux. Mais en fait, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Ils se battent pour un détail. Et en fait, au fur et à mesure de la pièce, on se rend compte que les personnages ont leur raison, ont leurs avantages, ont leurs défauts. Voilà. La conclusion, je la reverrai ensuite, mais tu as compris l'idée. Donc, 5 corrigés. Je vais corriger un petit peu, j'ai fait quelques petites erreurs, mais je vais corriger ça quand tu vas voir la vidéo. L'idée, c'est toujours l'argument, la ref et l'exemple précis. Voilà. Plus ton exemple est précis, mieux c'est. Plus ta ref est solide, structurée, correspond bien au sujet, mieux c'est. Voilà. Et pour la troisième partie, tu peux parler de l'art. Ça va souvent te sauver la vie. Si tu veux que je lise ta copie, notamment les copies que tu as fait en première année ou que tu es en train de faire cette année, envoie-moi un message à l'adresse mail. Je te réponds plus vite. On corrige ensemble ta copie gratuitement, aucun problème. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de faire passer ta moyenne à 2-3 points,
On peut s'entraîner ensemble, faire des dissertations, parce que c'est comme ça que tu vas progresser. Voilà, je te dis à très bientôt, à très vite, à la prochaine, pour plus de dissertations. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais un cours spécifique pour juger. Enfin voilà, quelle ressource tu aimerais le mieux avoir à lire. Et n'hésite pas à aller sur mon site où tu verras justement toute cette dissertation en entier. À très très bientôt. Bon courage pour la prépa parce que je sais que c'est dur. Moi, je me souviens, surtout quand j'étais en troisième année, là, j'étais au bout du bout, donc je sais que c'est dur, mais ne t'inquiète pas, il y a la lumière au bout du chemin. Comme disent les agrégatifs, ce qui est bien avec la prépa, c'est qu'un jour, ça s'arrête.